Cet atelier est mené par Manon Martinez de l'agence Zimedia. Elle porte sur la communication digitale et plus particulièrement l'optimisation de la présence digitale au niveau local. D'abord, je voulais vous présenter assez succinctement notre entité. Donc, nous, on est l'agence Zimedia. On est une agence de communication digitale, enfin, surtout sur la partie web marketing et multilevier. Donc, on est basé sur Strasbourg. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de nous connaître, mais en tout cas, on est sur Strasbourg. On fait partie d'un groupe euh, qui propose la communication digitale de façon plus globale, donc afin de pouvoir répondre à tous les besoins de nos clients en digital, que ça passe par la création de sites internet, la production de contenu audiovisuel ou une agence de communication digitale avec tout ce qui est gestion des supports, du média, du social media. Donc, moi, je m'appelle Manon Martinez, je suis consultante de marketing senior chez Zimedia depuis 2018. Ça fait maintenant près de 10 ans que je fais du web marketing. J'ai commencé par tout ce qui était référencement naturel. Donc, c'est une brique du référencement, on va dire. Et ensuite, au bout de 5-6 ans, je me suis spécialisée dans tout ce qui était achat média et référencement payant. Donc, on va dire que j'ai un panel assez global de compétences en termes de stratégie digitale. Donc, vous pouvez aller consulter mon profil ou voir mon interview. Donc, on va en venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire comment optimiser sa présence locale via une approche multilevier. Donc, l'idée, ce serait que vous repartiez à la fin avec une to-do list, on va dire, d'actions digitales concrètes à mettre en place pour commencer à optimiser votre présence localement. Même si je ne doute pas que certaines actions sont déjà en place et qu'il y a certainement pas mal de choses qui sont faites. Donc, on va commencer par se poser la question, ça sert à quoi d'être présent localement, tout simplement. D'abord, le référencement local, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une branche du référencement naturel qui va tenir compte de la localisation des internautes qui vont effectuer une recherche localisée et qui, normalement, souhaitent tomber sur les lieux les plus proches d'eux et les mieux notés. Donc, c'est vraiment une opportunité intéressante pour n'importe quel business parce que ça va vous permettre, avec des efforts plutôt modérés, euh, d'apparaître plus facilement au niveau local par rapport à vos concurrents, qu'ils soient nationaux ou locaux, mais plutôt locaux. Donc, si vous n'avez pas forcément de gros moyens et de gros budgets en termes de référencement naturel pour mettre en place toute une grosse stratégie, on recommande en tout cas de se focaliser sur la visibilité au niveau local pour commencer. C'est indispensable pour toutes les enseignes qui ont un point de vente physique, donc que ce soit un restaurant, une boulangerie, un magasin ou tant d'autres. Et un des avantages aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet pour optimiser votre référencement local. Après, il y a certaines actions que je vais aborder qui nécessitent bien sûr d'avoir un site internet, mais il y en a aussi beaucoup que vous pouvez mettre en place même si vous n'avez pas de site. Et ça peut être pratique pour les petits business, ceux qui veulent se développer localement sans avoir une grosse présence digitale déjà en place. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou surtout si vous m'entendez mal ou que je dois ralentir. Donc, en termes d'emplacement, où est-ce qu'on va apparaître? Donc, il y a plusieurs zones d'affichage. Donc, il y a la page de résultats de recherche dans les résultats search, comme on voit dans l'exemple 1. C'est les liens classiques qui vont s'afficher quand on fait une recherche. Donc là, je ne parle pas des annonces sponsorisées, je parle vraiment des résultats naturels. Donc, il va y avoir le listing de tous les sites qui apparaissent sur une recherche avec un titre, une description et quelques liens annexes. Ensuite, au niveau de la map, vous allez avoir tous les résultats qui s'affichent sur la carte Google Maps, donc classés par ordre de pertinence et par géolocalisation, mais on va voir ça un peu plus tard. Et le knowledge graph. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme qui peut être un peu barbare, mais en fait, c'est tout simplement cet affichage. C'est votre fiche Google My Business, tout simplement. Et ça va vous permettre d'apparaître soit au-dessus des résultats naturels, donc au-dessus de ça, soit à droite.
plus généralement, c'est sur la droite. Donc, l'internaute va y trouver toute une série d'informations sur votre business, que ce soit le site web, le numéro de téléphone, l'adresse, les horaires d'ouverture, etc., etc. Donc ça, c'est les différents emplacements. Ensuite, la géolocalisation, ça va se baser sur quoi? Donc, avant de géolocaliser les résultats, Google va se baser sur deux informations, soit les informations que vous avez fournies au niveau de votre compte Google, c'est-à-dire l'adresse de domicile, si vous avez déterminé, oui, un lieu de travail ou un lieu de domicile, et les derniers lieux que vous avez visités. Donc, Google va en tenir compte pour vous géolocaliser. Ou il va également vous attribuer une localisation basée sur l'adresse IP de votre appareil que vous utilisez actuellement. C'est ça qui va expliquer que vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats que vous fassiez la recherche depuis Strasbourg ou depuis Paris ou autre sur la même requête. Donc là, en l'occurrence, agence de référencement. Vous aurez des résultats totalement différents euh, sur la même requête. Donc à savoir aussi, c'est que la géolocalisation est prise en compte même si vous êtes en navigation privée. Alors que souvent, on pense le contraire. Donc, à quoi ça sert d'être présent localement? Donc, ça va vous permettre trois choses. Tout d'abord, de vous faire connaître, c'est-à-dire d'optimiser votre visibilité pour être plus visible que vos concurrents sur les différents leviers, donc soit Google Maps, soit les résultats de recherche, soit Facebook ou autre. Donc, travailler vraiment votre visibilité et faire connaître votre activité, votre business et vos produits. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, ça va vous permettre de développer votre activité parce que ça va générer des prises de contact supplémentaires. En effet, on va voir après, je vais donner quelques chiffres, que ces sites vont générer des prises de contact supplémentaires, donc que ce soit des appels téléphoniques, des visites en magasin, de la messagerie instantanée ou du trafic qualifié sur votre site web, justement. Et ensuite, sur votre site, comme vous avez, je le suppose, des call to action bien mis à des endroits stratégiques pour générer du contact, vous allez pouvoir avoir des contacts supplémentaires grâce à ça. Et la finalité de tout ça, ça va être de booster votre taux de transformation. Parce qu'évidemment, plus vous aurez de touches, donc de prise de contact, plus derrière, vous allez pouvoir améliorer votre taux de transformation digitale et vous pourrez atteindre votre finalité, que ce soit générer des leads ou amener du chiffre d'affaires. Donc, quel que soit votre business, que ce soit du B2B ou du B2C, ça reste vraiment primordial d'optimiser sa visibilité. Donc, quelques chiffres, comme je le disais. Donc, ça, c'est des chiffres qui proviennent de Google notamment. On a 28 fois plus de contacts qui sont générés, ce qu'on appelle via les sites tiers, donc Google, Facebook, Waze ou d'autres que vous pourrez utiliser, Instagram, que sur les propres sites des magasins ou des boutiques physiques, de vos boutiques. Donc, c'est vraiment une vitrine indispensable pour vous d'être présent sur ces leviers, parce que c'est là où il y a le plus de contacts, tout simplement, surtout si votre site manque de visibilité et qui part de loin en termes de référencement naturel. Et Google, bien sûr, et ses dérivés, donc Google Maps, arrive largement en premier par rapport à Facebook, Waze et autres, avec 97% des prises de contact qui sont réalisées via Google. Donc ensuite, on va pouvoir se poser plus la question de, d'accord, c'est très bien, on a compris qu'il fallait être présent localement, mais qu'est-ce qu'on active, quel levier activer en priorité? Donc là, en fait, on va aborder trois thématiques. Et il y a d'abord tout ce qui va être l'optimisation pour être visible sur Google Maps et les sites tiers. Donc par site tiers, pareil, j'entends toujours Facebook, Instagram, Waze, etc., etc. Tous les sites qui peuvent vous permettre d'avoir une présence locale. Donc, ça va passer par le fait d'avoir une fiche Google My Business pour être présente donc, dans les pages de résultats de recherche, comme on a vu, et sur Google Maps. Le fait d'avoir des informations qui sont fiables, à jour et actualisées, et créer des actualités justement pour envoyer un signal positif à Google. Ensuite, l'importance des avis dans une stratégie locale. Donc, comment gérer vos avis, comment aller récolter de nouveaux avis et l'impact de votre réputation sur votre visibilité en local. Ensuite, il va y avoir un bloc sur tout ce qui est la création de pages localisées. Donc, créer des pages SEO-friendly, donc c'est-à-dire qui respectent bien sûr les bonnes pratiques de référencement naturel sur des expressions qui vont être géolocalisées.
favoriser tout ce qui est les expressions de longue traîne pour faciliter le positionnement si votre domaine est trop concurrentiel. Et ensuite, exploiter ces pages que vous viendrez de créer qui sont localisées, notamment dans des campagnes d'achat média. Et on va terminer par un petit bloc défense de marque, où je pense que on recommande en tout cas d'acheter sa marque au moins localement, surtout si la concurrence est présente dessus. Et on a également développé en interne un outil qui s'appelle iSuggest, qui va permettre d'influencer l'algorithme de Google et de travailler votre notoriété, notamment donc du coup en rajoutant votre nom de marque sur une requête qui aurait été définie préalablement. Donc ça, pour nous, c'est les 3 gros axes multi-leviers qui vont vous permettre d'améliorer votre référencement local. Donc d'abord, il va y avoir toute la partie Google Maps et Google My Business. Ça va être le plus gros morceau, on va dire. Donc Google My Business, qu'est-ce que c'est? Vous en avez certainement déjà entendu parler et vous avez certainement une fiche qui existe, que vous soyez au courant ou pas. C'est un service gratuit de Google qui correspond tout simplement à votre profil professionnel en ligne et qui va s'afficher dans les résultats de recherche, donc soit au-dessus du premier résultat naturel ou sur la droite en forme de bloc. Donc c'est très puissant en matière de référencement local et ça va vous permettre de gagner en visibilité et de vous positionner par rapport à la concurrence. Donc c'est vraiment dommage de ne pas l'exploiter. Donc Google Maps et Google My Business, c'est 3 objectifs. C'est le fait d'être trouvé, tout simplement, s'assurer que son point de vente soit visible et ressorte par rapport à la concurrence. Donc pour ça, il va falloir avoir une fiche Google My Business à jour et correctement remplie et optimisée. Le fait d'être choisi, donc s'assurer que les internautes ils nous choisissent plutôt que les autres. Donc ça va passer par tout ce qui est collecte des avis, gestion des avis, donc travailler votre réputation pour transformer, on va dire. Et ensuite capitaliser sur tout ça, donc s'assurer que vos clients les plus satisfaits vous ont bien recommandé sur Google, participent du coup à cette note moyenne qui correspond à la fiabilité de votre business pour les autres. Donc, la Google My Business, ça se distingue en 3 types de recherches, en fait. Il va y avoir ce qu'on appelle des recherches directes, qui représentent à peu près 20% du volume de recherche. Ça va être des requêtes que les internautes vont faire qui correspondent directement à votre business à vous, c'est-à-dire votre nom de marque et généralement votre localisation. Donc, ça va être par exemple Decathlon Strasbourg, les Halles. Enfin, ça va être vraiment, je veux cette fiche-là presque. Donc, on va tomber directement sur votre fiche Google My Business à vous, sans mise en concurrence, sans problématique de qui apparaît en premier. Mais c'est seulement 20% des recherches, voire même moins des fois. Ensuite, il va y avoir des requêtes dites de marque. Donc là, ça va être des requêtes de type marque, comme Decathlon, etc., où il va y avoir une mise en concurrence de tous les points de vente qui utilisent la même marque avec une géolocalisation un lieu différent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut créer autant de fiches Google My Business que vous avez d'entités ou de points de vente, bien sûr. De toute façon, on le verra tout à l'heure, mais la validation d'une fiche Google My Business se fait en fonction du point de vente. Donc là, ça représente environ 30% des requêtes, tout ce qui est recherche de marque. Ensuite, il va y avoir toutes les recherches indirectes. Donc, c'est plus de 50% des requêtes, et encore, c'est en évolution. Ça va être des requêtes plus génériques pour découvrir un produit ou un service, comme là, par exemple, magasin de sport. Et là, vous allez être mis en concurrence par rapport à tous vos concurrents, justement. C'est là où ça va être intéressant d'essayer d'apparaître dans les meilleurs résultats, les plus en amont, pour générer plus de trafic et plus d'interactions. Donc, en parlant justement d'interaction, bon, les chiffres sont plus très récents, mais j'avais pris les chiffres avant Covid pour pas qu'il y ait d'impact sur les chiffres justement. Donc 2020 par rapport à 2019, on voit une évolution globale en termes de gains d'interaction sur en l'occurrence, c'était sur le secteur bancaire et des concessionnaires auto, mais Google nous a confirmé qu'on avait ça aux globalités sur à peu près tous les secteurs. Donc, ce qu'on voit, c'est surtout qu'il y a une bonne progression du nombre d'appels téléphoniques générés depuis donc les pages Google My Business notamment, et également des visites vers le site web. Et on a une progression des recherches indirectes, donc par rapport aux recherches de marque ou aux recherches directes,
Ça va être donc toutes ces requêtes génériques qui mettent en concurrence votre business par rapport à d'autres business. Donc ça nous fait vraiment dire que il faut travailler son référencement local sur des requêtes génériques et qu'il ne faut pas négliger l'impact de Google My Business parce que c'est une véritable porte d'entrée sur votre site et de prise de contact en termes d'appel. Donc, il faut bien sûr s'assurer que le numéro qu'on a renseigné est bon, logiquement. Donc, ça nécessite également une notion de call tracking. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un outil qui peut vraiment être intéressant pour Google My Business notamment. Ça va permettre de mesurer le nombre d'appels en provenance d'un canal en particulier et ensuite de pouvoir comparer notamment donc en termes d'acquisition d'appels, les différentes sources de trafic que vous avez et de pouvoir ensuite arbitrer et générer et déterminer quel est le canal qui vous apporte le plus d'appels qualifiés. Donc ça va passer par la mise en place d'un numéro de tracking dédié à chaque support, source de communication. Et à savoir que le call tracking fonctionne également pour tout ce qui est offline. Vous pouvez très bien acheter un pôle de numéros. En fait, ça va être sous forme de pôle de numéros. Par exemple, vous achetez 5 numéros différents et vous allez pouvoir les mettre, communiquer dessus sur différents supports. Donc, que ce soit un flyer, une affiche ou le mettre sur votre fiche Google My Business ou le mettre sur votre site internet en fonction de la source de trafic, si c'est du référencement payant ou du référencement naturel. En fait, ces outils vont permettre de déterminer de quelle source proviennent vos appels grâce à ces numéros payants. Enfin, payants, ils ne sont pas payants pour les clients, enfin pour ceux qui appellent. Ils sont payants pour vous. Donc, voilà plusieurs prestataires qui proposent cette solution, donc Dexem, Magnetis et Optico. Ça va vous permettre d'avoir un tableau de bord qui va collecter la quantité des appels qui ont été effectués, donc leur durée aussi, d'avoir le numéro des personnes qui vous ont appelé, ce qui peut permettre de les rappeler si jamais ils vous ont appelé en dehors de vos horaires d'ouverture, dans la soirée ou le week-end. Donc ça peut être sympa pour la partie commerciale. Et surtout d'analyser donc la performance des différents canaux que vous utilisez en termes d'appels. C'est vraiment l'intérêt de ces outils. Donc ensuite, on va essayer de s'intéresser à la façon dont sont classés les résultats de recherche. Donc, quand quelqu'un effectue une recherche sur Google, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont être pris en compte pour le classement des résultats. Tout d'abord, la proximité géographique de la personne qui fait la recherche. Google va faire remonter en priorité les établissements qui sont les plus proches géographiquement de la personne qui effectue la recherche, notamment s'ils effectuent la recherche depuis leur mobile. Ils vont vraiment favoriser les établissements qui se trouvent à proximité. Ensuite, la gestion des informations. Le fait que votre fiche Google My Business présente des informations qui sont fiables, à jour et surtout uniformes par rapport aux autres sites que vous pouvez utiliser. Donc, si vous avez une page locale sur Facebook, si vous utilisez Waze ou autre, ça va envoyer un signal positif à Google de savoir que toutes les informations qui peuvent être trouvées sur votre business sont les mêmes. Ça va rentrer dans le classement des résultats. L'optimisation des informations que vous mettez, évidemment. Donc, plus vous allez renseigner votre fiche Google My Business, mieux ce sera. Et plus ça va la rendre pertinente aux yeux de Google et visible. Donc, renseigner un titre, des catégories, etc. On va voir ça un peu plus tard. Et la e-réputation, donc la gestion de vos avis, ça va être important pour le classement, notamment en termes de volume d'avis récoltés et la note en elle-même. C'est une approche complémentaire, à savoir que Google va plus favoriser le nombre d'avis, mais que le taux de transformation et la satisfaction des potentiels futurs clients va se faire au niveau de la note. Donc, c'est vraiment une double approche et il faut travailler les deux. Ça sert à rien d'avoir 500 avis si vous avez une note de 1,5 parce que ça va baisser votre taux de transformation et la crédibilité auprès de vos futurs clients potentiels. Donc, la première chose à faire quand on a une fiche Google My Business, ça va être 3 étapes. Donc, d'abord, il faut vérifier si une fiche existe déjà. Donc, soit vous l'avez créée vous-même et du coup, vous savez qu'elle existe, soit une fiche existe déjà, mais vous n'êtes pas forcément au courant parce que vous ne l'avez pas créée vous-même
mais ou elle a dû être créée aussi précédemment par quelqu'un d'autre qui a quitté l'entreprise. Du coup, il va falloir faire une, une, une revendication de l'établissement, tout simplement. Un processus de revendication. Donc, certaines fiches sont créées automatiquement par Google parce qu'il se base sur ces bases de données. Il a déterminé que votre business existait, mais vous ne l'avez pas forcément créé par vous-même. Donc, n'hésitez pas à faire le test. Vous tapez votre marque sur Google et vous allez voir si une fiche existe ou pas, tout simplement. Donc, ensuite, il va falloir la valider. Donc, soit vous venez de créer votre fiche et il faut la valider pour qu'elle fonctionne, pour pouvoir l'optimiser et qu'elle soit fonctionnelle. Donc ça passe par l'envoi d'un code par Google à votre adresse postale que vous avez identifiée. Donc là, l'adresse principale. Donc une fois que vous avez reçu le code par courrier, vous pouvez le renseigner et là, vous aurez accès à votre propriété. Soit vous ne l'avez pas créé, c'est Google ou quelqu'un d'autre qui l'a créé et vous allez devoir faire une procédure pour revendiquer la fiche. Donc récupérer la propriété et pour pouvoir ensuite faire toutes les modifications que vous souhaitez. Donc voilà ce que j'ai dit, donc récupérer la propriété d'une fiche. Donc, un des objectifs principaux, une fois que vous aurez récupéré cette propriété, ça va être de mettre le plus de contenu possible sur votre fiche et de l'optimiser au maximum. Donc, il va falloir renseigner toutes les informations de base, donc le nom de votre entreprise, évidemment, votre numéro de téléphone, votre adresse physique, qui est indispensable pour valider la fiche, le site web, mais justement, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un site web pour avoir un référencement local le plus optimisé possible, parce que là, en l'occurrence, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un site internet, c'est possible, mais c'est optionnel. Vos jours et horaires d'ouverture, une description détaillée de votre activité. On recommande environ 300 caractères au minimum pour la description de l'activité. Des photos des locaux, intérieur, extérieur, etc. pour donner le plus d'informations possible à ceux qui vous chercheront par rapport à votre business. Ensuite, indiquez votre catégorie d'activité, donc en choisissant une catégorie principale et jusqu'à 9 sous-catégories secondaires. Donc, nous, on conseille vraiment fortement d'avoir plusieurs catégories secondaires parce que ça va être autant de portes d'entrée possibles lorsque les internautes vont rechercher votre business pour y accéder, en plus de ce qu'il y a dans votre description et dans votre titre. Après, ça sert à rien de multiplier non plus les sous-catégories pour rien. Il faut que ça reste pertinent par rapport à votre business, bien sûr. Sinon, ça va vous desservir. Vous pouvez indiquer des horaires secondaires. Pour les e-commerçants, vous pouvez également ajouter des produits, que ce soit manuellement ou directement grâce à un flux produit. On recommande également de faire des Google Posts régulièrement, donc tout ce qui est mise en avant de vos actualités, des nouveautés, des offres promotionnelles. Tout ça, ça pourra avoir un impact, en tout cas sur la conversion, c'est-à-dire le fait que les internautes vous choisissent vous plutôt que d'autres. Donc, il n'y a pas de facteur numéro un qu'il faut privilégier plus qu'un autre, c'est vraiment l'ensemble qu'il faut appliquer pour avoir un impact sur l'organisation des résultats de recherche et pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour être le mieux référencé possible localement. Une de nos astuces, c'est vraiment d'indiquer le nom de la ville dans votre titre de page Google My Business. Donc, mettez le nom de votre marque, ajoutez votre mot-clé principal et mettez votre localisation. Et de toute façon, comme vous avez autant de Google My Business que vous avez d'adresses locales, vous pouvez multiplier vos chances parce que de toute façon, vous aurez vos différents points de vente qui vont s'afficher. Donc, globalement, vous l'aurez compris, plus votre page Google My Business sera riche et étoffée, meilleur sera votre référencement local. Globalement, Google considère qu'un prospect sur deux va téléphoner ou se rendre physiquement dans votre magasin physique après avoir consulté donc l'itinéraire sur Google Maps dans les 24 heures après avoir vu votre fiche Google My Business. Donc c'est vraiment, ça a un très fort impact et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, l'optimisation de la fiche Google My Business. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est importance des avis. Donc très clairement, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, la note, ça va être le facteur numéro 1 de conversion sur Google. Je ne dis pas que c'est le facteur numéro 1 de positionnement, mais ça va être vraiment le facteur numéro 1 de conversion pour quelqu'un qui découvre votre business. Donc, que ce soit dans la SERP ou sur Google Maps.
Google considère que 72% des consommateurs prennent aucune décision avant d'avoir lu les commentaires et 15% des consommateurs ne font pas confiance à des business sur lesquels il y aurait une fiche, par exemple, mais pas d'avis. Donc, c'est vraiment important d'avoir une stratégie d'acquisition d'avis et ensuite de gestion de ces avis. Donc, Google tient compte à la fois du volume des avis et de la note laissée pour son classement dans les résultats de recherche. Donc, on comprend pourquoi il est important d'aller solliciter les avis de vos clients. C'est sûr, privilégier ceux qui sont contents, mais après, ça peut être aussi stratégique de répondre à des commentaires négatifs, par exemple. Ça va vous positionner et ça va être une façon de voir votre business pour ceux qui vous connaissent pas et d'avoir un avis sur votre réputation et sur la façon dont vous gérez les choses. Alors, notamment, voilà une astuce pour aller récolter des avis assez facilement. Vous allez pouvoir, une fois que vous êtes propriétaire de votre fiche Google My Business, vous allez taper sur votre moteur de recherche votre nom de marque, donc là par exemple Zimedia, et on va avoir cet encart, votre établissement sur Google avec différents panneaux. En fait, c'est tout simplement un lien raccourci vers les paramètres de la fiche Google My Business. Et vous pouvez l'avoir depuis Google, tout simplement, si vous êtes administrateur de la fiche. Et donc, depuis cet encart, vous allez pouvoir aller sur la troisième option, là, qui est recevoir des avis, en fait. Recevoir d'autres avis. Et en passant par là, vous allez pouvoir avoir une URL simplifiée que vous allez pouvoir copier et que vous allez pouvoir partager directement sur vos réseaux sociaux et qui va rediriger les internautes directement sur la page pour laisser un avis Google sur votre établissement. Donc ça, c'est vraiment super pratique, ce petit tip. Vous pouvez également utiliser ce lien raccourci quand vous faites des emailing, tout simplement, ou des newsletters. Donc, rajouter ce petit lien direct pour collecter vos avis. Donc, tout simplement, ensuite, comment gérer vos avis? C'est possible d'avoir des commentaires négatifs, évidemment. Vous ne pouvez pas forcer les internautes à vous laisser que des commentaires positifs. Mais très clairement, c'est pas un drame en soi. Ça peut même être une opportunité en fonction de la façon dont c'est géré. Il faut juste montrer que vous êtes présent, que vous êtes réactif et que vous gérez la situation et que vous pouvez satisfaire un client qui n'est pas content. Donc, comment gérer des avis potentiellement négatifs? Donc, il faut essayer de rentrer en contact avec l'auteur de l'avis en lui répondant directement en dessous de l'avis qu'il a laissé et en l'incitant à vous contacter et en lui disant que vous avez essayé de le joindre via d'autres biais, par exemple, donc sur Facebook, sur LinkedIn ou autre, ou que vous l'avez appelé tout simplement parce que vous avez sa fiche client. Vous avez la possibilité de signaler certains avis comme inappropriés, mais à moins que ce soit une incitation à la haine ou vraiment quelque chose de très clair et de conflictuel, généralement les avis sont pas supprimés par Google. Donc le mieux, c'est d'y répondre calmement, de façon professionnelle et constructive, et surtout d'avoir donc juste comme je disais principalement via cette méthode, de récolter des avis positifs pour essayer de faire baisser l'avis négatif en fait dans la chronologie et d'augmenter la note moyenne afin que l'avis négatif ait moins d'impact, tout simplement. Attention, Google ne permet pas à l'internaute de répondre à votre réponse. Donc, n'oubliez pas dans votre réponse de lui laisser les moyens de vous contacter ou de lui dire que vous avez essayé de le contacter, etc., etc. Parce qu'il ne va pas pouvoir vous répondre. Ensuite, donc, le fait d'avoir des données fiables et homogènes, comme je disais tout à l'heure, sur tous les sites que vous utilisez. Ça va envoyer un signal positif à Google et ça va influencer votre référencement local. Donc, vous pouvez exploiter la création de pages localisées, notamment sur Facebook aussi, et ensuite le relier à votre page marque sur Facebook afin de maximiser votre présence sur tous les supports. Vous pouvez également utiliser Waze. C'est plutôt intéressant pour tout ce qui est développer justement sa présence locale parce que voilà, les personnes elles sont sur leur téléphone, elles sont en train de se déplacer. Donc, pour avoir une omniprésence au niveau local, c'est vraiment un bon support. Et vous pouvez aussi tester la publicité sur Waze pour maximiser votre présence en local. Donc, la deuxième grosse partie à prendre en compte pour tout ce qui est référencement local, ça va être la création de pages dites localisées. Donc, qu'est-ce que c'est des pages localisées? En fait, ça va être une branche du référencement naturel
mais orientée locale, c'est-à-dire basée sur des expressions clés géolocalisées. Donc, quel que soit votre business, que vous soyez B2B, B2C, que vous cherchez à générer des prises de contact ou du chiffre d'affaires, vous avez dû normalement commencer par faire une recherche de mots-clés en amont pour pouvoir optimiser vos balises. Donc, là, par contre, là, je pars sur, pour tout ce qui est création de pages localisées, bien sûr, ça sous-entend d'avoir un site Internet. Je précise juste. Donc, vous avez dû effectuer une recherche de mots-clés en amont pour pouvoir optimiser vos différentes balises de référencement sur votre site Internet. Donc, que ce soit les balises title, les métadescriptions, les titres H1, H2, etc. Et le fait de travailler votre référencement local, ça va être toute une stratégie de création de pages locales sur les villes qui sont les plus pertinentes pour vous. Pour déterminer les villes qui sont les plus pertinentes pour vous, bah, soit vous le savez vous-même, soit vous voulez coupler ça avec des informations fiables et vous allez vérifier dans Google Analytics les villes, les régions et les villes qui transforment le mieux actuellement. Et donc, ça va vous permettre de déterminer vos priorités qui sont peut-être pas là où vous le pensez en plus. Et l'idée, ça va être de combiner vos expressions clés avec ces villes que vous allez déterminer et de créer ensuite vos pages localisées sur ces villes. Donc, je vais vous donner un exemple plus concret. Donc là, c'était un exemple que j'ai trouvé de pages localisées très bien faites. Enfin, généralement, tout ce qui est sites immobiliers, ils sont assez forts dans les pages géolocalisées. Donc, ça englobe toutes les bonnes pratiques, on va dire, pour tout ce qui est page locale. Donc, ça se base sur une URL qui sera localisée, bien sûr, avec votre mot-clé principal. Là, en l'occurrence, programme immobilier neuf. Donc, le mot-clé sur lequel vous voulez positionner la page, couplé à une géolocalisation. Donc là, Strasbourg. Et en plus, il y a un code postal en plus. Donc là, c'est vraiment top. Ensuite, le fil d'Ariane que vous pouvez exploiter. Là, vous y mettez de la même façon programme immobilier neuf, donc votre mot-clé et votre localisation. Également dans votre titre H1, donc il faut s'assurer que vous ayez des H1, H1 unique par page, etc. On va revoir ça tout à l'heure. Les bases de référencement naturel, tout simplement. Ensuite, vous pouvez mettre une map sur votre site avec les résultats locaux, ça peut être également bien. Et avoir des titres H2, voire H3, géolocalisés également, qui reprend Strasbourg, là en l'occurrence. Et au niveau de votre texte également, la géolocalisation. Après, l'idée, là, c'est limite peut-être suroptimisé. L'idée, c'est que ça reste fluide et ne pas faire de la suroptimisation non plus. Donc, il faut rester normal, on va dire, et orienter consommateur et potentiel futur client et pas juste optimiser une page avec plein de mots-clés géolocalisés pour faire plaisir à Google. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être de favoriser la longue traîne, surtout pour les domaines qui vont être très concurrentiels. Où ça va être peut-être plus difficile de vous positionner sur des expressions simples. Donc par exemple, au lieu d'acheter agence SEO Strasbourg ou agence SEO, il va y avoir énormément de volume de recherche et beaucoup de concurrents qui vont se positionner dessus. Si c'est trop compliqué à se positionner dessus parce que votre site est récent, vous n'avez pas forcément mis en place énormément d'actions de référencement naturel pour faire remonter déjà votre site dans les résultats, vous avez beaucoup de concurrence et c'est ardu. Du coup, vous allez pouvoir essayer de chercher des expressions plus précises, tout simplement, ce qu'on appelle de longues traînes, c'est-à-dire qui ont plus de 3 mots normalement, donc où il va y avoir moins de volume de recherche, mais qui vont être plus faciles à positionner. Donc par exemple, agence de référencement naturel à Strasbourg ou agence de marketing digital à Strasbourg. Et vous pouvez en plus choisir des expressions où vous allez avoir une intention qui est derrière, avec des mots comme recherche ou changer ou acheter ou pour allouer ou pour achat, ce genre de choses, qui dénotent l'intention de l'internaute dans sa requête. Ça va vous permettre tout d'abord de convertir mieux et plus et faciliter le positionnement de ces pages. Donc, en plus, bien sûr, de créer des pages locales et de favoriser les expressions de longue traîne, il ne faut pas oublier tous les principes de référencement naturel de base, c'est-à-dire avoir des titles uniques et optimisés, donc des balises titles pour chaque page. Les balises titles sont différentes du titre de la page, des H1. Les balises titles, c'est ce qui va apparaître en premier dans le résultat, c'est
Ça va être le titre, en fait, en bleu, qui est cliquable, pardon. Ensuite, les métadescriptions qui doivent être optimisées. Les métadescriptions n'auront pas d'impact en termes de référencement en tant que tel, mais ça va avoir un impact sur le taux de clic et sur l'intérêt des internautes qui vont cliquer dessus. Ensuite, il faut optimiser la structure de vos pages, donc avoir des titres H1 uniques et intégrant le mot-clé géolocalisé sur lequel vous voulez travailler. Pareil pour les H2 et H3. Vous pouvez intégrer une map, ça peut être aussi une bonne pratique, comme on a dit, et avoir l'expression localisée au niveau de l'URL et ou du fil d'Ariane. C'est toujours intéressant d'avoir un fil d'Ariane. Ça va aider à l'internaute de se repérer dans le site et ça va donner un signal à Google parce que, on va en parler tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre aussi des données structurées sur votre fil d'Ariane qui va permettre à Google de mieux comprendre la structure de votre site et de déterminer du coup que c'est un mot-clé important pour vous. À savoir, ne vous amusez pas non plus à réécrire toutes les URL de votre site pour ajouter la géolocalisation, ce genre de choses. Ça n'a pas d'impact direct sur le SEO d'avoir dans l'URL un mot-clé et une géolocalisation. Ça va être un plus si vous partez de zéro, ça peut être un plus. Mais n'allez pas réécrire toutes vos URL. Derrière, il va y avoir un travail de redirection d'URL et vous allez potentiellement pouvoir perdre. Ça va être ça peut être contre-productif. Donc attention aussi bien sûr à éviter l'écueil du duplicate content, c'est-à-dire il faut créer du contenu différenciant sur vos pages. Il ne faut pas que vos pages se ressemblent trop, sinon ça va être considéré comme de la duplication de contenu et c'est pénalisé par Google. Ensuite, donc, il va y avoir tout ce qui est microdonnées, ce que j'évoquais juste avant. Ça s'appelle aussi des featured snippets. Alors, ça peut apparaître comme là, c'est-à-dire meilleur restaurant à Strasbourg, vous allez avoir ce qu'on appelle en position zéro, c'est-à-dire avant même les résultats naturels, voire même les résultats payants, vous allez avoir ce widget qui va apparaître sur Google. Après, il n'y a pas de certitude que ça apparaisse. Il n'y a aucune certitude dans ce travail, mais il faut mettre toutes ses chances de son côté, on va dire. Et c'est pour ça qu'on recommande d'intégrer des données structurées d'établissement local sur votre site Internet. Donc, en fait, ça va être encapsulé vos indicateurs locaux, c'est-à-dire donc le nom de votre business, votre adresse physique, votre site Internet, votre numéro de téléphone, encapsuler toutes ces informations qui sont sur votre site avec des balises de données structurées. Donc là, par exemple, on recommande d'utiliser adresse locality, adresse région, postal code, etc., etc. Ça va permettre à Google de mieux comprendre ce que vous voulez dire et quel est l'impact et l'intérêt des contenus de votre site Internet. Et ça va essayer de le faire remonter dans ce type de widget de feature snippet. Mais savoir que c'est pas parce que vous avez des données structurées sur votre site et que tout est bien fait, tant en termes d'établissement local que de fil d'Ariane ou autre, que vous allez forcément remonter dans les features snippets. C'est vraiment aléatoire. Mais on met toutes les chances de son côté, encore une fois. Ensuite, une notion très importante en référencement naturel, c'est le pouvoir des backlinks, c'est-à-dire des liens entrants. Ça joue un rôle crucial sur votre référencement en tant que tel et également sur votre référencement local. Ça va permettre de considérer votre site comme étant un site d'autorité et qui a une notoriété importante dans votre secteur et qui est bien positionné, etc., etc. Donc, on va pouvoir choisir intelligemment les sites sur lesquels on aimerait avoir des liens pour optimiser son référencement local. Donc, pour ça, on va privilégier les sites des médias locaux qui ont généralement un fort trafic et qui, en plus, ont des métriques intéressantes en termes de trust flow et de citation flow, donc des métriques qu'on a sur Majestic SEO qui aident à déterminer justement l'autorité, la notoriété d'un site. Donc, ça va être, par exemple, localement les DNA, essayer de négocier des liens rédactionnels contextualisés vers votre page que vous venez de créer de référencement local, par exemple. Vous allez peut-être aussi essayer de chercher des liens sur les sites de votre localité, donc la mairie, la CCI, etc., etc. Des sites locaux spécialisés dans votre domaine d'activité, des annuaires, des sites d'avis de consommateurs,
et également des influenceurs locaux. Il y a beaucoup de choses à tester. Et la dernière chose aussi à prendre en compte, c'est l'optimisation de votre site en termes de temps de chargement pour les mobiles. Parce que la plupart des requêtes géolocalisées qui sont faites, elles sont faites depuis des mobiles ou des tablettes. Et donc, du coup, les internautes sont déjà en mouvement. Et on sait très bien que sur mobile, ils n'ont pas le temps d'attendre que le site mette une demi-heure à se charger. Et donc, du coup, ça va être vraiment primordial d'optimiser le temps de chargement du site sur les mobiles pour tout ce qui est développement du référencement local. Et la dernière chose à faire une fois que vous avez créé ces pages localisées, ça va être d'optimiser encore leur diffusion et leur visibilité, notamment en les utilisant dans des campagnes d'achat média, que ce soit sur Google ou sur Bing. Vous allez pouvoir créer des campagnes localisées, à savoir qu'il y a deux types de ciblage. Soit vous allez cibler votre campagne au niveau local, c'est-à-dire que auprès des personnes qui se trouvent actuellement dans la zone ciblée, et vous n'êtes pas obligé du coup d'acheter des mots-clés géolocalisés puisque la recherche est déjà localisée. Soit vous allez faire un ciblage par zone et intention, c'est-à-dire que la personne ne se trouve pas forcément dans la région que vous ciblez, mais qu'elle fait une recherche d'intention qui vous concerne. Par exemple, quelqu'un qui se trouve actuellement sur Mulhouse et dans sa recherche, elle va taper recherche restaurant Strasbourg. Donc, vous pouvez vouloir cibler ces personnes. Là, par contre, la recherche devrait être localisée. Donc, tout dépendra de vos objectifs et de la stratégie que vous mettez en place. Mais voilà, faut pas oublier ces deux types de campagnes et ces deux stratégies possibles pour cibler localement des personnes. Donc voilà le type de campagne localisée qu'on peut faire. Donc sur une recherche comme appartement neuf Strasbourg, on a des résultats localisés qui apparaissent. Donc en termes d'annonces payantes, on voit elles sont identifiées par annonce devant, donc c'est du payant. Et vous avez le mot-clé localisé qui apparaît dans le titre, dans le texte de description, dans les liens annexes, etc., etc. Et on retrouve l'importance des notes et de l'avis, même sur Google Ads. Et donc, bien sûr, ces publicités redirigent vers des URL localisées, comme je vous ai recommandé dans le Cré. Et on va terminer par une partie assez courte, qui est la défense de marque. Pour nous, c'est important pour être omniprésent localement et diminuer la visibilité de vos concurrents, d'acheter votre marque, au moins localement. Donc, soit les concurrents achètent déjà votre marque, ça peut arriver, c'est pas fair play, c'est vraiment pas cool parce qu'en plus, ça fait augmenter les CPC, donc le coût du clic sur vos campagnes, mais c'est pas illégal en soi. Le seul moyen que vous pouvez avoir, donc, c'est soit de leur demander gentiment d'arrêter d'acheter votre marque. Des fois, ils peuvent le faire, des fois, ils le feront pas. Soit vous avez protégé votre marque auprès de Google, c'est une démarche supplémentaire à faire. Il suffit pas d'avoir une marque protégée, il faut la protéger auprès de Google, donc c'est une démarche à faire. Et si vos concurrents ont votre nom de marque dans le titre de leur annonce payante, vous allez pouvoir faire une action auprès de Google pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus utiliser votre nom de marque. Mais c'est les deux seules actions à faire si un concurrent achète votre marque. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Donc, comme c'est pas illégal en soi, le fait d'acheter votre marque, vous allez tout simplement reprendre de la visibilité et reprendre le lead sur votre marque et ne plus louper d'opportunités et laisser la place aux concurrents, ce qui serait dommage. Surtout que quelqu'un qui vous recherche, c'est à savoir que c'est pas forcément déjà un client existant. C'est surtout quelqu'un qui vous connaît, qui a entendu parler de vous et qui est plus susceptible de convertir et de transformer derrière. Donc, c'est dommage de le perdre. Mais c'est pas forcément que des clients existants. Soit personne n'achète votre marque et du coup, ça vaut le coup de l'acheter parce que les CPC seront très faibles, ça vous coûtera quasiment rien et ça va prendre plus de place sur la page de résultats de recherche comme on l'a mis ici. Voilà une campagne marque, par exemple pour notre client le Parc Sainte-Croix, on achète la marque, personne d'autre l'achète, mais ça permet une complémentarité avec le référencement naturel qui est là en dessous de la barre de scroll, donc il n'est même pas accessible et visible immédiatement. Et l'annonce, là, en l'occurrence, elle arrive avant d'autres widgets comme donc la Google Maps et ça, qui correspond à une position 0 et un feature snippet sur Google. Donc voilà l'intérêt d'acheter sa marque en local. Et il y a également l'outil qu'on a développé qui s'appelle iSuggest, qui va permettre donc d'optimiser votre référencement au niveau local, car
permet d'influencer l'algorithme de Google dans son système d'auto-completion sur le moteur de recherche. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais quand vous commencez à taper une recherche, par exemple ici, appart hôtel Paris, ça va vous proposer des résultats, ça va vous suggérer des résultats. Et des fois, vous avez des concurrents qui apparaissent. Et là, en fait, ce système, l'idée, c'est de prendre le pas sur les concurrents et de positionner votre nom de marque derrière le mot-clé qu'on aura choisi ensemble. Donc là, un mot-clé géolocalisé, parce que c'est plus simple aussi, comme en naturel. C'est plus simple, plus l'expression est précise, plus ça va être simple de positionner la marque et d'influencer comme ça le branding directement et de générer donc du trafic sur votre site et de la confiance, tout simplement, d'être présent et de travailler votre notoriété. Voilà, en gros, les différentes actions que vous pouvez mettre en place. Donc là, l'idée, c'est de repartir. Je vous avais promis une sorte de checklist et to-do assez concrète de choses que vous pouvez mettre en place pour commencer, pour partir sur de bonnes bases. Donc, vous pouvez vérifier que, bien sûr, vous avez des fiches Google My Business complètes et optimisées avec des titres avec votre ville, des descriptions complètes de plus de 300 caractères, des photos, des catégories et sous-catégories. Vous pouvez aller publier votre premier Google Post si ce n'est pas déjà fait, donc avec la mise en avant d'une actualité ou une promotion ou autre, ou publiez-en de nouveau régulièrement si vous l'avez déjà fait. Allez collecter vos 5 premiers avis avec le petit tip, le petit lien direct que je vous ai montré, que vous pouvez envoyer directement dans vos emailing ou autres, ou aller chercher 5 nouveaux avis, par exemple. Vous pouvez aller répondre à vos avis négatifs. Je vous y encourage d'ailleurs fortement. Mettez à jour toutes vos informations sur tous les sites que vous utilisez, histoire que vous communiquiez sur des informations uniformes. Créez 2 ou 3 pages géolocalisées sur vos villes stratégiques. Optimisez bien sûr vos pages pour le référencement naturel. Allez chercher au moins 5 nouveaux liens entrants. À savoir que quand je parle de nouveaux liens entrants, je ne parle pas forcément 5 liens sur un même site. Hein, il faut aller chercher 5 domaines référents différents. Vaut mieux 5 liens sur 5 domaines différents. Pardon. 5 liens sur 5 noms de domaines différents plutôt que tous sur un seul domaine différent, sans lien sur un domaine. C'est vraiment le nombre de domaines différents qui va être important. Ensuite, travaillez la vitesse de chargement de vos sites, notamment sur mobile, et achetez votre marque au niveau local. Ça vous coûtera normalement relativement peu cher et ça complétera votre stratégie, notamment payante aussi. Voilà, c'est votre tour maintenant. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ça a été intéressant pour vous.